Alors, bonjour, bonjour tout le monde. Alors, bonsoir tout le monde. Euh, alors, bonjour tout le monde. Euh, je pense qu'il est 18 heures. Il est 18 heures, on est en retard de 10 minutes. Euh, bon, je pense que nous allons lancer. Euh, alors, bonjour tout le monde. Bon, je pense que nous allons lancer. Nous sommes en retard de quelques minutes. J'avais quelques difficultés à faire démarrer ce live parce que bon, c'est la première fois que je le fais et donc euh, il fallait s'accointer un peu avec avec un certain nombre de choses. Ça me demande de faire quelques prérequis administratifs ici, donc donnez-moi juste une minute, le temps de le faire, et puis on commence. Alors, nous avons commencé un peu tard parce que j'avais quelques difficultés à démarrer le live. Donc, il fallait apprendre un peu comment faire tout ça. Donc, Dieu merci, j'y suis parvenu. Et donc, nous sommes live 12 minutes plus tard. Bon, je pense qu'on va commencer parce que après l'heure, ce n'est plus l'heure comme on dit. Euh, donc, vous savez, il y a un lanceur d'alerte camerounais qui aime dire que c'est votre histoire, il faut la connaître. Il ne m'aime pas beaucoup. C'est OK qu'il ne m'aime pas beaucoup. Mais sur ce coup, je pense qu'il a raison. Son nom est Boris Berthold. Donc, peut-être c'est l'occasion si quelqu'un a sa page et tout, il faut aider à ce qu'il aide à partager cela. La même chose à Paul Tchouta, Jean-Claude Mbédé, Valsero, Jean Bruno, bref, Angie, bref, tout le monde qui a de l'influence dans les réseaux sociaux et qui peut donc aider à partager cela. Donc, ce soir, nous allons parler de 8 ou 7 points que j'ai voulu discuter et que je souhaiterais discuter avec vous. En réalité, vous dire simplement les choses telles que je les vois, telles que je les ai vécues, telles que je les anticipe, et vous donner simplement mon avis sur un certain nombre de choses. Ce que je dis
bon, ça pourra faire plaisir à certains ou fâcher d'autres. En réalité, c'est comme c'est. Mon engagement devant vous est que ce que je vous dirai ici, je vous le dis devant le Seigneur que je sers. Et donc, il est le témoin fidèle. Et donc, je prie qu'il m'aide à rester dans le canevas et de dire les choses telles que je les ai vécues et de dire exactement ce que je pense. Donc, j'essayerai de faire cet exercice vraiment sans langue de bois. Je ne tournerai pas de gauche à droite pour dire ce que je veux dire. C'est ainsi que j'essaye de vivre ma vie. Et puis, bon, une fois que je l'ai dit, si ça énerve quelqu'un, bon, ça ne m'intéresse pas. Je souhaite que ça n'énerve pas, mais s'il arrive que ça dérange, bon, on ne peut pas faire autrement. Donc, nous irons sur 7 points que j'ai notés avant. Je vais parler rapidement de la CAN pour clarifier une ou deux petites choses et puis en finir parce que je préfère que ce soit ainsi. En deux, je parlerai de mes relations avec Paul Biya, M. Ngongo, en tout cas, bref, le gouvernement. Et donc, je serai très clair là-dessus. Nous allons parler de la raison pour laquelle je m'intéresse à l'élection présidentielle au Cameroun. J'ai suivi cette question, je pense qu'il faut l'adresser. Et donc, je vais vous dire clairement ma position sur la base de ce que je connais. En point numéro 4, nous allons parler de MAGA Africa, ce que c'est et qu'est-ce que ça vient faire dans tout cela, parce que j'ai lu ici et là un peu de confusion. Je pense qu'il est clair, il est bon d'apporter un peu de clarté pour qu'il n'y ait pas de confusion. Alors, en point 5, je voudrais présenter ma stratégie, ce que je pense est la stratégie pour battre le candidat du RDPC en 2025 et pourquoi je pense que c'est important. Donc en point 6, je dirais un mot sur la coalition parce que je pense qu'une grave erreur est en train d'être commise en ce moment même où on parle. Et donc je vais clairement dire ce que je connais, ce que j'ai appris et pourquoi je pense que c'est une bonne ou une mauvaise idée. Je vous le dirai très simplement. Et puis, en point numéro 7, je vais parler de la pétition que j'ai lancée il y a quelques jours et son rôle et ses conséquences. Donc voilà les 7 points que je propose de discuter aujourd'hui. On va donc commencer rapidement avec la CAN. Concernant la CAN, j'ai noté qu'il y a beaucoup d'idées qui ne sont pas vraies. Il y a beaucoup de choses qui se disent, mais qui ne sont pas vraies. Alors, je vais prendre l'opportunité ici pour dire une dernière fois ce que moi je connais de la CAN, comment ça s'est passé pour que j'y sois, et voilà là où on en est, et je pense que dans le futur, je ne voudrais plus revenir sur ces questions, parce que je pense qu'il y aura eu assez d'évidence ou alors assez de déclarations dans ce sens-là. Je ne pense pas que ce soit la chose la plus importante.
j'arrive au Cameroun après plusieurs années. Je retourne au Cameroun pour travailler en 2000, je pense que c'était 2016. Je pense que c'était novembre ou décembre 2016. Non, c'était novembre ou décembre 2015. Donc il y a 10 ans. C'est moi qui fait le premier pas parce que ce jour, je suis en train de discuter avec un ami et on parlait du Cameroun et le reportage qu'il y avait ce jour parlait de la contradiction qui existe entre le fait que le Cameroun soit une grande nation de football et le fait que son championnat se joue dans de la boue à l'époque. Alors, le journaliste qui présentait ce programme-là était un journaliste américain qui avait fait un tour au Cameroun pour faire cette découverte-là. Il était donc fasciné de comment, d'un côté, le Cameroun est une grande nation de football, et de l'autre côté, le championnat et les championnats du Cameroun se jouent dans de la boue. Du moins, à l'époque, c'était ce qu'il y avait. Ici, nous sommes en 2015, en fin 2015. J'ai fini de suivre ce programme et je le regardais avec mon ami. Bon, lui, il sait que je suis du Cameroun, que je suis né au Cameroun. Et il me regardait chaque fois avec étonnement, vraiment sans me dire ce qu'il pensait vraiment. Je pouvais sentir que les mots s'arrêtaient quelque part à sa gorge. Il me regardait et il regardait la télévision et il me regardait. Et bon, autant dire ici que cet ami, nous avons étudié ensemble. Donc, c'est un constructeur. En tout cas, il a les mêmes credentials que moi. Nous partons des bancs ensemble. Il est donc propriétaire d'une autre société de construction qui fait dans le développement immobilier également. Alors, lui ne comprenait pas et je dois dire que j'ai été ce jour-là un peu embarrassé de ce que des personnes qui me respectent ne pouvaient pas, ne savaient pas, n'arrivaient pas à faire le lien entre le fait que, bon, voilà ce qu'ils connaissent de moi et puis voilà ce qu'ils découvrent sur mon pays. J'ai donc pris l'engagement ce jour-là de faire quelque chose au Cameroun. C'est ainsi que j'appelle l'ambassade des États-Unis au Cameroun et je demande à l'ambassade des États-Unis au Cameroun de me trouver le numéro de téléphone du président de la FECAFOOT de l'époque. C'était M. Tombiao. Quelques temps plus tard, le numéro de téléphone m'est donné. Et je contacte M. Tombiao parce que 2 ou 3 personnes avaient essayé de me donner son numéro avant, mais ce numéro ne passait pas. Donc j'étais dans l'obligation d'appeler l'ambassade pour que l'ambassade aide. Lorsque je reçois le numéro, j'appelle et il prend le téléphone. On a notre première conversation. Et je lui dis, voici l'idée que j'ai pour le Cameroun. Je pense qu'il est possible de construire des stades de proximité. Ma proposition initiale était d'en faire 40. Et on fait des petits stades en gazon naturel ou synthétique, suivant votre préférence. Et on le fait, et vous nous payez petit à petit avec le temps. Il aime l'idée et il me demande de le rejoindre parce qu'à ce moment-là,
il y avait une compétition qui se jouait, je pense, au Rwanda, une Coupe d'Afrique des juniors ou des A', quelque chose comme ça, qui se jouait au Rwanda à ce moment-là. Et il me demande, il me dit qu'il est en train d'aller au Rwanda. Est-ce que je peux le rejoindre au Rwanda? Je dis oui. Et le lendemain, je prends le vol pour le Rwanda. Et c'est comme ça que j'entre en contact avec M. Tombi Aroko. Et je fais ma présentation. Il aime l'idée. Et il dit, bon voilà, il veut venir aux États-Unis avec ses collaborateurs pour venir constater d'eux-mêmes qu'est-ce qu'il en est. Alors, je rappelle l'ambassade et puis je leur dis, bon voilà, il y a, bon, monsieur, quelques jours plus tard, hein, monsieur Tombi m'a envoyé la liste des personnes qu'il voulait que ces personnes visitent les États-Unis. Je prends la liste, je l'envoie à l'ambassade et j'ai donc demandé qu'il puisse venir. Évidemment, les 4, parce qu'il y avait 4 personnes dans cette délégation, ces 4 personnes, l'une d'elles était le secrétaire général de l'Africafoot de l'époque, M. Blaise Moussa. Une de ces personnes était M. Tombi Aroko. Bref, la visite aux États-Unis dure 3 ou 4 jours et on tombe d'accord que bon voilà, le projet il est faisable. Il faut que je vienne à Yaoundé pour que les négociations se passent avec, je pense que c'est un conseil exécutif ou une commission, en tout cas une assemblée. Ouais, je pense que c'était le cas. Et c'est ainsi que je fais le voyage de Yaoundé quelques jours après eux. Je fais la présentation au comité ou à l'assemblée et l'assemblée décide de voter pour cela. Sauf que le président de l'Africafoot de l'époque, lui, choisit 4 sites. Il me dit, on va faire un pilote. On va aller, on commence par 4. Il me donne les 4 sites sur lesquels il veut qu'on travaille et on signe un contrat. Ce contrat prévoyait que nous allons préfinancer les travaux, mais il faut qu'on nous donne une garantie pour que la minute où nous avons livré les travaux, environ 780 ou 782 millions, je pense que c'était 782 millions, doivent nous être payés le jour où nous livrons les travaux. Et la balance qui était environ, je pense, 2 milliards 800, ouais, je pense que c'était autour de 2 milliards 700, 2 milliards 800, non, c'était 1 milliard 600 devait nous être payé à la livraison des travaux et 1 milliard 900 ou 1 milliard, c'était il y a longtemps, dont les chiffres j'ai un peu oublié, donc ça devait être entre 1 milliard 7 et 1 milliard 9 qui devaient nous être payés en 7 ans. Donc voilà l'affaire de l'Africafoot. Très simple. Nous signons un contrat, l'Africafoot doit nous déposer une garantie de 1 milliard 700. Et nous devons faire des travaux. Lorsque ces travaux sont faits, à la fin de ces travaux, la garantie qui nous a été donnée, nous pouvons aller la toucher. Donc nous sommes payés 50% à la livraison. Et les autres 50%, nous donnons à l'Africafoot 7 ans pour nous faire ce paiement. Ça, c'était le deal de l'Africafoot. Sauf que on a signé le contrat, nous avons commencé les travaux et quelques semaines passent, on ne nous a toujours pas donné la garantie. Je vais voir le président Tombi, il me dit, bon voilà, viens demain à 7 heures. Tu connais quelque part en Colbison, il m'indique un endroit en Colbison.
Et puis, j'y vais. Je me rends là-bas avec mon collaborateur de l'époque, un certain Franco. Nous allons là-bas et il indique à mon collaborateur là où c'était et on arrive à l'endroit. L'endroit était une maison en construction dans un quartier qu'on appelle Nkol Bisson. Cet endroit, la maison en construction, une maison, je pense que c'était un duplex, et il me dit, bon voilà, la maison ici, je veux bien vous donner la garantie, mais il faut que vous me trouviez 165 millions. Et les 165 millions, en réalité, je veux utiliser, en tout cas pour moi un peu, il faut que je donne, parce qu'il faut que je termine cette maison. Et puis après, il y a mes collaborateurs à qui il faut donner quelque chose. Donc, voilà, j'ai besoin de 165 millions. Une fois que tu m'as donné les 165 millions, je te donne la garantie. Alors, moi, je suis tout confus. Parce que je ne comprends pas. Non seulement c'est moi qui viens avec mon argent pour venir vous construire des stades, que vous allez me payer en 7 ans, mais en plus, vous me demandez 165 millions. En réalité, s'il y a quelqu'un qui devait donner quelque chose à l'autre ici, c'est vous qui devez me donner pour me remercier de ce que j'étais en train de faire pour vous. Alors, il se fâche de ma réponse et dit donc qu'il verra comment j'aurai cela. Bon, moi je suis allé à l'ambassade, j'ai rendu compte à l'ambassade que bon voilà, il y a tel monsieur, et voilà la conversation que j'ai eue avec le monsieur, et donc voilà. Le conseiller de l'époque, le conseiller des affaires économiques de l'époque, un certain Darren Smith. Bon, je vais pas, peut-être que je n'aurais pas dû, mais bon, je l'ai déjà dit. Alors, il me dit, il va appeler la FECAFOOT pour voir de quoi qu'est-ce que c'est. Alors, c'est lui qui parle à quelques personnes à la FECAFOOT. Et puis la FECAFOOT m'appelle 2 ou 3 jours plus tard pour que je vienne. Et j'arrive et ils me disent, bon, on va vous donner une garantie. Cette garantie, elle ne va pas atteindre 1,7 milliard, mais on va vous donner une garantie de 782 millions. Allez commencer les travaux. On vous donne la garder en tête que le contrat lui dit que la garantie doit être 1,7 milliard. Eux changent le contrat et disent, si je veux, ils peuvent seulement donner une garantie de 782 millions. Et cette garantie venait d'une banque, la banque des PME, quelque chose comme ça. Et que, bon, à la fin du marché, et le reste, donc, après les 782, si je fonctionne bien, on verra comment on va donner le reste de la garantie de 1,7 milliard, étant donné que les 50% sont payables en 7 ans. Alors, ça c'est déjà un changement de programme, mais je viens de passer au Cameroun quand même quelques temps et je décide d'accepter cette garantie à la condition que dans 2 mois, il me donne une garantie pour le reste des donc la différence entre 1,7 milliard et 782 millions, il devait me donner cette garantie. C'est ainsi que nous rentrons au travail et nous faisons ce qui devait être fait. Quelques mois plus tard, le même président de la FECAFOOT, j'ai cité M. Tanguy Aroko, me rappelle pour me demander si j'ai réfléchi. Je dis que, bon, réfléchir à quoi? Il me dit, bon,
On n'est pas en Amérique ici, on est au Cameroun, et ainsi de suite, ainsi de suite. Bref, des choses qui ne méritent pas que j'en parle. Je lui dis, je vous ai dit, moi, je n'ai pas d'argent pour ça. Donc, c'est vous qui devez me donner de l'argent. Et à ce moment-là, il me dit, on va résilier votre contrat, mais pour qu'on ne résilie pas votre contrat, il faut que vous acceptiez de travailler avec nous. C'est-à-dire, vous gardez donc, on appelle ce type de contrat LPCM. Donc, c'est un type de contrat où vous rassurez simplement que tout ce qui doit être fait est fait. L'employeur ou alors le propriétaire peut donc décider de recruter qui il veut recruter. Donc, il fait le travail normalement. Et vous, donc c'est lui qui recrute les sous-traitants, c'est lui qui paye ses sous-traitants, ils vous soumettent les factures et vous devez donc approuver ces factures. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, ça m'évite de me mettre à dépenser plus que ce que j'avais déjà fait. Mais il faut penser à me payer ce que j'ai déjà dépensé. Et ils me disent à ce moment-là que vous allez d'abord prendre 80 millions. Je pense que c'était 80 ou 82 millions, quelque chose comme ça. Nous, on a déjà dépensé un peu plus de 300 millions. Eux, ils me disent, vous n'allez dépenser, on ne va vous payer que 80. Non, c'était 400 millions parce que l'arrangement était qu'ils payent 20%, qui faisait donc les 80 millions. Et puis après, ils allaient payer progressivement la partie qui devait nous revenir. Cet accord est pris, monsieur le président de la FECAFOOT choisit donc les entreprises qui vont travailler sous nous. Et ces personnes viennent vers nous, nous présentent leur devis, et puis on fonctionne. Donc, sauf que les paiements se faisaient désormais entre le caissier ou le trésorier de la FECAFOOT et la personne qui faisait les travaux, le sous-traitant, mon sous-traitant. Bon, j'ai laissé faire, sachant qu'ils doivent rendre compte au moment où il faut que moi j'approuve les factures. Et ce moment est arrivé. Lorsque le moment arrive, on me donne un lot de factures, je pense que ça devait être 600 ou 700 factures. Et je regarde les factures, je découvre que, bon, voilà, il faut que je signe des factures où quelqu'un pour payer un gardien à Bafia, au lieu d'envoyer de l'argent par moyen électronique, par exemple, qui aurait coûté beaucoup moins cher, il met quelqu'un en mission, c'est-à-dire quelqu'un loue une VX pour 3 jours, au prix de 120 000 la journée, va à Bafia, passe 3 jours ou 2 jours dans un hôtel, mange, parfois c'était des chèvres, vraiment comme une chèvre entière, parce que moi je ne sais pas, quand vous entrez dans un hôtel à Bafia, je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez manger qui arrive à 100, 102 000, 105 000. Donc, je me dis peut-être que ça devait être des chèvres, des bœufs entiers qu'on mangeait. Alors, toutes ces factures me sont présentées et je refuse de signer les factures. Le frère de M. Tanguy Aroko de l'époque, un certain Ismaël quelque chose, j'oublie le nom. Alors, c'est lui qui était donc le sous-traitant en question. Et je refuse de signer les factures. Évidemment, le président se fâche, me convoque et résilie mon contrat. Il m'annonce que le contrat est résilié. Et je lui dis, bon, moi je vais vous poursuivre en justice, il n'y a pas de souci. Il me dit, vous pensez que vous êtes où ici?
Vous pensez que vous êtes en Amérique ici? Je vais détruire votre nom au point où vous allez partir du Cameroun la queue dans les jambes. Ça, c'est M. Tombi Aroko qui me le dit dans son bureau. Et évidemment, quelques temps plus tard, il a pris des journalistes, les a amenés, je ne sais pas, il payait certains journalistes, il fallait dire les plus mauvaises choses que vous pouvez dire sur Ben Modo pour que vous méritiez quelques faveurs de la FECAFO. Donc voilà ce qui se passe à la FECAFO. Entre-temps, ce que lui ne sait pas, c'est que chaque fois que je sors d'une conversation avec lui, moi je fais mon mémo à l'ambassade. Et je dis, aujourd'hui j'étais dans le bureau de tel. Et c'est comme ça que j'ai fonctionné au Cameroun pendant 7 ou 8 ans. Je n'ai pas vu un responsable de la République du Cameroun s'en rendre compte. Ce qui veut dire que tous ces câbles, tous ces comptes rendus sont intacts. Donc, l'ambassadeur des États-Unis de l'époque, M. Rosa, veut donc porter plainte, ou alors, pas porter plainte, mais accuser le président de la FECAFOOT chez le président. Et le président lui demande de se calmer. Il n'y a pas de souci, on va régler cela. Mais pourquoi vous ne nous envoyez pas quelques sociétés pour faire la canne, puisqu'on a besoin de construire des projets pour la canne? Voilà comment nous on se retrouve dans la canne. Tout était parti du courroux de l'ambassadeur qui était courroucé contre la FECAFOOT et qui a décidé d'en parler au président Paul Biya. Le président a calmé l'ambassadeur et a décidé que on travaillerait donc dans la canne. Voilà la transition qui se passe entre nous et la canne. C'est ainsi que nous on se retrouve dans la canne. Et notre souhait initial était de travailler sur un stade à Toket. Il y a un stade à Toket qui avait été utilisé dans l'ancienne Coupe d'Afrique, je pense de 72, qui était inachevé. J'ai aimé l'architecture et c'était là ma soumission. Chacun devait venir avec 2 projets, un site initial et son deuxième site. Donc mon deuxième site était dans le site de Garoua. La task force, et nous sommes allés aux discussions avec la task force, je pense que nous sommes allés à une dizaine de réunions. Chaque réunion où je suis entré à la présidence de la République avant l'attribution de ce marché, cela a été en présence des autorités de l'ambassade des États-Unis au Cameroun. Je connaissais personne dans cette maison. La seule personne que moi j'ai connue ailleurs était un grand monsieur qu'on appelait M. Belinga Eboutou. M. Belinga Eboutou est un peu comme un oncle à mon ancienne femme. Donc, ça c'est la relation avec le monsieur qui était directeur du cabinet civil et pour qui j'étais comme un fils. Et c'était même pas... c'était un peu comme du bénévolat ce que je faisais parce que ma relation avec M. Belinga Eboutou était que, bon, une fois, ils avaient des soucis pour... des gens avaient... je pense qu'en 2008, il y avait eu des gens qui se sont fâchés, je pense que c'était Douala ou Yaoundé, et les jeunes avaient des soucis. M. Belinga Eboutou m'a demandé que, bon, voilà, c'est toi qui es jeune, est-ce que tu peux venir avec un projet pour aider la jeunesse? J'ai fait un projet que j'ai envoyé à monsieur le directeur du cabinet civil. Ce projet faisait la défense, proposait au Cameroun de créer une banque, Exim Bank Cameroun, pour aider à financer l'agriculture de sorte que
les fruits de cette agriculture puissent être exportés à l'étranger. Et la deuxième articulation était de créer 2 500 000 emplois. Donc ça, c'était ce qui était dans mon mémo. C'est ça, des années plus tard, qui a donné naissance, avec un peu de déception, à un projet où on a créé 25 000 personnes, on a recruté 25 000 personnes, parce que lorsque c'est arrivé à la phase d'implémentation, mais c'était totalement plus le même projet. On se demandait en réalité comment on part de 2 500 000 à 25 000. Bon, mais la réalité est que moi j'apprécie le rôle du ministre directeur du cabinet de l'époque parce qu'il fallait au moins avoir pensé à ça, qu'il faut de l'emploi à la jeunesse et je suis content d'avoir aidé dans ce sens. Donc, et ça s'est fait, je n'ai pas été payé, donc je ne le faisais pas pour de l'argent. Donc, ça c'était ma relation quasi familiale avec l'ancien directeur du cabinet civil. Donc, voilà le contexte dans lequel nous sommes. Et d'ailleurs, lorsque le directeur du cabinet civil apprend que nous sommes en train d'aller chercher des marchés au Cameroun, il se fâche contre moi. Et il dit, ce pays va te détruire. Tu ne peux pas revenir ici. Rentre aux États-Unis. Ça, c'est quasiment l'une des conversations qui m'ont marqué parce que je ne comprenais pas à l'époque. Vous savez, quand vous êtes un enfant et que des patriarches vous disent quelque chose, ça prend du temps pour que vous compreniez ce qui vient de vous être dit. Donc, pendant quelques mois, sans vous cacher, j'ai pensé que le ministre Eboutou, j'ai pensé qu'il ne m'aimait pas beaucoup. Vous voyez? Mais avec recul, je pense que c'est le meilleur conseil qu'il me donnait. De ne pas venir. Alors, je me suis entêté, je suis resté, et la suite a été ce qu'elle est. Nous sommes donc en train de compétir à Garoua et à Bafoussam. La première décision tombe et la task force choisit une société chinoise pour faire le chantier de Toket. Bon, je me dis, il y a quand même un deuxième poste à Garoua, peut-être que je l'aurai. Et quelqu'un, un grand frère, qui a pris sa retraite, si je dis son nom, je ne sais pas si ça va créer, bon, mais il me dit, mon fils, je viens de sortir de la réunion, en réalité, ils sont en train de signer le PV, mais ils ont donné le marché de Garoua à une société chinoise qui devait s'appeler Chanxi ou quelque chose comme ça. C'est lui qui me le dit. Et le gars, il partait en retraite quelques jours plus tard. Quand il me dit vraiment ce pays, je ne comprends pas, mais voilà, je vais te donner l'info que le marché que tu disais que bon, c'est vous qui aurez, il est parti aux Chinois. Quand il me le dit, je suis à mon bureau à Yaoundé. Et immédiatement après cela, les gens sont à la présidence en train de signer le PV, le procès verbal, qui attribue le marché de Garoua à la société chinoise Chanxi. Donc, quand il me le dit, immédiatement, moi, je contacte l'ambassadeur et je lui dis, je viens d'apprendre telle chose, il me demande de passer. Et je passe, et je lui explique dans le détail qu'est-ce qui est en train de se passer. Sur le champ, il prend son téléphone, il appelle le président du Cameroun. Et
il pose la question au président, mais je pensais que vous nous aviez promis de nous envoyer une société américaine à Garoua pour travailler avec nous. On ne peut pas être en train de lutter contre Boko Haram. On a des choses sensibles là-bas et vous nous envoyez la Chine. Comment c'est possible? Le président qui n'était pas au courant de ce qui était en train de se passer, le président lui dit, ah bon, ok, je vais résoudre cela. Pendant que nous sommes en train de parler, c'était à peu près une trentaine, quinzaine de minutes passées, la présidence de la République, et j'étais déjà en train de conclure la conversation pour entrer à mon bureau. La présidence de la République m'appelle pour me dire, bien, Monsieur Bembodo, venez de toute urgence à la présidence de la République. Alors, je soupçonne que, bon, peut-être que Mike a fait quelque chose qui a bougé les lignes de l'autre côté. Bon, mais je ne sais pas pour sûr, je ne sais pas exactement ce que c'est. Je vais à mon bureau. Je dis à mes collaborateurs, bon, je suis en train d'aller à la présidence, ils viennent de m'appeler. Souvenez-vous que tout ceci se passe. La rencontre de la task force est en train de se passer, signer le PV qui attribue le marché à une société chinoise. Donc, gardez en tête que pendant que tout ce que je suis en train de dire se passe, personne dans la salle de la task force ne sait qu'est-ce qui est en train de se passer. Donc, ils ne savent pas qu'en réalité, leur PV, le président Paul Biya vient d'ordonner à son collaborateur de donner le marché à quelqu'un d'autre. C'est ainsi que le ministre d'État, secrétaire général, informé ou alors instruit par le président, appelle son collaborateur vice-président de la task force pour lui dire il faut attribuer le marché à Prime Potoma. Ce dernier l'annonce aux membres de la task force qui sont là et immédiatement les membres de la task force qui étaient là quasiment ont une sorte de révolte et ils se disent que non, c'est mon ami Ngongo qui a décidé qu'on me donne ce marché, on ne sait pas ce que c'est, et c'est ainsi. Moi, je suis encore dans le véhicule pour aller à la présidence, je ne sais pas pourquoi on m'appelle exactement, je reçois ma lettre d'attribution que le lanceur d'alerte Boris Berthold avait publiée. C'est lui qui m'apprend que j'ai gagné le marché. Je l'apprends dans le véhicule. Je suis avec mon collaborateur. Je lis la lettre, j'ai d'abord pensé que c'était un document faux. Alors, la question qu'il faut se poser, c'est comment est-il possible qu'un document qui n'est encore qu'à la présidence de la République puisse fuiter? Comment ça se retrouve dans les réseaux sociaux? Le concerné ne l'a même pas encore. Moi, je dis, c'est Boris Berthold qui m'apprend par le document qu'il avait publié que c'est moi, et Prime Potoma, qui a gagné le marché des Garoua. Ça veut dire qu'il y a eu un semblant de rébellion contre le président. Il fallait trouver l'astuce pour pousser le président à revenir sur sa décision. Et cette astuce était de faire une sorte de staging pour dire que cette société, les Camerounais ne la veulent pas. Et ça a failli marcher. N'eût été, je le dis et je le répète, n'eût été l'ambassadeur des États-Unis, ça aurait marché. Voilà comment moi je me retrouve dans la canne. Et je vais vous dire, parce que j'entends beaucoup de misconceptions, pendant que je suis
des mois, pas des mois, des jours après, on me demande de donner une sous-traitance à la société Chancy, qui devait gagner le marché. Maintenant, on me demande que ce soit cette société-là qui doit venir signer la sous-traitance, c'est-à-dire que moi, je retire seulement 10%, et la société Chancy fait le reste du marché. Évidemment, lorsque je sors de la réunion, je vais rendre compte. Et je dis à l'ambassade, voilà ce qu'on m'a proposé. Évidemment, c'est un no-go. Donc, on ne peut pas prendre une société chinoise, après la bataille qui vient de se passer, la prendre comme sous-traitant. Et puis, ce qu'on ne savait même pas, c'était comment ça allait se passer. Puisque la loi au Cameroun dit que vous ne pouvez pas donner plus de 30% en sous-traitance quand vous gagnez un marché. Si nous, on avait signé une sous-traitance à 90%, on serait en faux contre le Cameroun. Évidemment, on a refusé tout cela. On a eu les problèmes que nous avons eus. Tout cela se passe au moment où Monsieur le secrétaire général de la présidence de la République a aussi un nombre d'ennemis dans le pays. Certains de ces ennemis m'envoient des émissaires pour dire « Bon, voilà, on a vérifié avec l'ambassade, on sait que vous n'êtes pas avec le monsieur, la bataille-ci ne vous concerne pas. Prenez de l'argent, votre profit ne va tourner qu'autour de 10 à 15%, on vous donne 5 milliards de francs CFA. Vous nous laissez avec ce monsieur, nous allons le finir. Moi, je refuse cet argent. Parce que je dis à ces gens, on ne m'achète pas, je n'ai pas un prix. C'est comme cela qu'ils me disent que bon, comme c'est ainsi, il faut donc vous attendre à la guerre. Ça n'a pas fait quelques jours, j'apprends que le ministère de l'économie, qui avait signé, était signataire du document avec Exim Bank, dans le PV de négociation, avec Exim Bank, avec l'ambassade des États-Unis, avec Prime Potomac, avec plusieurs autres ministères, j'apprends que ce ministère a calmement contacté Exim Bank pour dire à Exim Bank que, bon, vous savez, on ne veut plus le financement que vous proposez, on veut payer ça ici au Cameroun. Parce qu'on a les moyens de le faire. Lorsque en tout cas le responsable de Exim Bank pour le continent africain à l'époque, lorsqu'il me le dit, je lui dis, ils vont prendre de l'argent où pour payer? Ces gars luttent deux guerres. Il y a une guerre à l'extrême nord, les États-Unis sont présentement pour les aider. Il y a une guerre dans le Mozo. Où est-ce qu'ils vont prendre de l'argent pour payer ces projets? Il dit, ah, voici cela. Si je n'avais pas vu la vidéo du monsieur, il est maintenant à la CEMAC ou la CEAC, un truc comme ça, qui s'était déplacé pour aller à cette réunion FELAD. Si je ne l'avais pas vu, parce que tout ce qui m'est venu dans la tête, c'était que, bon, voilà, certainement des gens qui sont en train de vouloir saboter. C'est quand je vois et que je confirme qu'en réalité, ça c'est un monsieur, à l'époque, il était le directeur de la coopération au ministère de l'économie et des finances. C'est quand je le vois que je dis, mais ça c'est vrai. Et comme ça, le Cameroun rejette un financement. Vous avez déjà entendu ça un jour? C'est-à-dire qu'on vient vous donner de l'argent, que vous allez construire quelque chose. Et vous dites, vous ne voulez pas ça. Vous ne voulez pas cet argent. Évidemment, personne... Vous savez, lorsque vous traitez avec les gens, ne pensez pas toujours au pire. Donnez le bénéfice du doute aux gens. C'est comme ça que moi j'ai grandi. Alors, je n'ai pas vu
Où est-ce que ça partait? Mais j'ai compris ça des années plus tard, quelques années plus tard, où j'ai compris que, en réalité, le souci était que il fallait contrôler les finances. C'est à ce moment-là que moi je fais le lien avec l'argent qui m'avait été proposé et où on me disait que bon, maintenant on verra comment vous allez finir vos projets. Voilà, et comme les gars d'en face ont fait une erreur de me mettre dans un problème qui ne me concernait pas, j'avais l'obligation de me défendre. Moi, je me suis défendu, j'ai dit ce qui était la vérité, et dans l'opinion publique, des gens pensaient que je le dis parce que je suis en train de défendre A ou B. Si, en ce qui me concerne, A n'a rien fait, pourquoi voulez-vous que moi je dise que A a fait quelque chose? En ce qui me concerne, le ministre d'État secrétaire général, M. Ngongo, a été correct avec moi. Bon, maintenant, je ne peux pas aujourd'hui venir dire, bon voilà, il n'a pas été correct avec moi. On a des relations, il est mon patron, on dirait ça comme ça, puisque je travaille pour l'État du Cameroun, et lui, il est l'ordonnateur de ces marchés. Dans le cadre de notre travail, le monsieur a été correct avec moi. Maintenant, on a une grosse différence. Cette différence se trouve au niveau de ce qu'il faut pour la suite. Moi, je pense, personnellement, que si vous voulez être président d'un pays, déclarez-vous devant un peuple, dites que vous êtes candidat, dites-lui ce que vous voulez faire pour lui, donnez la possibilité à ce pays de vous élire président. La stratégie utilisée, je pense qu'elle n'est pas une stratégie décente pour le peuple camerounais. Parce que le plan, c'est quoi? Le plan, c'est que il faut que en octobre, Paul Biya, le président de la République, gagne les élections. Parce qu'il est évidemment la seule figure qui peut mettre tout le monde du côté du RDPC d'accord. Donc, c'est lui qu'il faut utiliser pour qu'il gagne l'élection. Et quand il a gagné l'élection en novembre, il y a une constitution, c'est-à-dire on change la constitution en novembre-décembre, en tout cas la session, je pense qu'il y a une session du Parlement qui arrive en novembre ou décembre, on change la constitution. La Constitution ajoute le rôle d'un vice-président qui devient président pour finir le mandat du président en cas de vacance du pouvoir. Ça veut dire que si le président de la République est élu en octobre et que Dieu ne permette pas que ça se passe, et que quelque chose lui arrive quelques semaines plus tard, que Dieu ne le permette pas. Le nouveau président du Cameroun, pour 7 ans, sera quelqu'un que les Camerounais n'ont pas élu. C'est pour ça que j'ai dit, tout ceci m'a l'air d'un coup d'État. Parce que vous savez très bien qu'il y a une grosse probabilité qu'il y ait déclaration de vacance de pouvoir. Vous le savez. Est-ce que vous préférez aller faire une autre élection rapidement après, alors que vous avez l'opportunité de faire une élection aujourd'hui? N'est-il pas mieux de
mettre le président de côté, puisque le président doit prendre sa retraite. Il ne faut pas être magicien. Et quand on le dit, ça ne veut pas dire qu'on a quelque chose contre le président. Moi, je serai le dernier à vous raconter du mal du président. Je serai le dernier. Pour la simple raison que, au moins à 4 occasions, le président de la République a fait ce que je proposais qu'il fasse. Et que certains de ses ministres étaient contre. Donc, comment je peux être contre un tel homme? Mais la réalité est que le monsieur a 92 ans. 92 ans. Le mandat, c'est pour 7 ans. Il a fait 43 ans au pouvoir avant. Avant ces 43 ans de pouvoir, il a fait 20 ans au pouvoir. 20 ans comme ministre, comme Premier ministre, donc 13 ans dans le gouvernement, 7 ans comme Premier ministre, 43 ans comme président. Comment? Même si on pense que tout le monde est aveugle, comment on va expliquer ça? Donc, moi je pense que les gens à la présidence de la République, autour de la Première Dame, connaissent très clairement qu'il y aura déclaration de vacances de pouvoir. Le fait de pousser pour que ce soit Paul Biya le candidat me dit qu'il y a un autre agenda. Ce que je dis n'engage que moi. Ça veut dire que le plan est de faire un coup d'État qui empêche, parce que le coup d'État c'est quoi? C'est quelqu'un qui prend le pouvoir par une voie qui n'est pas légale. Et aujourd'hui au Cameroun, la voie légale, c'est que le président du Sénat doit assurer la vacance, organiser les élections en 40 jours, et puis le Cameroun se choisit un président. Ça, c'est ce qui est légal aujourd'hui. À partir du moment où les gens sont en train de vouloir contourner ce qui est légal aujourd'hui, moi j'appelle ça un coup d'État. Vraiment, appelez ça comme vous voulez. Je reste très clair sur ma déclaration que c'est ça même la définition du coup d'État. Donc, et la raison pour laquelle, et ce que je vous dis, c'est pas comme si je n'ai pas dit ça aux concernés. Je l'ai dit aux concernés. Je me sépare d'eux, nous n'avions aucun problème, aucun problème. Ce qui nous sépare, c'est que mon avis est différent de leur avis. Moi, je pense que les Camerounais doivent choisir leur président. C'est comme ça que ça se passe ailleurs. Pourquoi ici, il faut prévoir, disons les choses telles qu'elles sont. Parce qu'il y en a qui pensent que, bon, voilà, il y a ceci. Si j'étais resté dans cette histoire, je pense qu'on va avoir un problème de batterie. Bon, si j'étais resté, ça aurait profité à qui? Imaginez un peu un instant que je sache ce que je sais et que je décide que je vais me taire. Vous pensez que ça aurait profité à qui? J'en aurais été l'un des bénéficiaires. Donc, quand j'écoute les gens parler des choses qu'ils ne comprennent pas, parfois, on ne comprend pas. Mais est-ce que c'est une chose normale qu'un peuple soit privé de choisir son président? Parce que tout le monde sait, en tout cas ceux qui tiennent la décision pour
poussé pour Paul Biya savent clairement qu'il y a vacance du pouvoir. Ce n'est pas moi qui dis qu'il y a vacance. Je pense que les Camerounais eux-mêmes ont vu le jour du défilé. Vous êtes président de la République. Est-ce qu'on doit vous dire, levez la main pour saluer quelqu'un? On doit vous dire ça? Le président de la République sort, un politicien, je vous rappelle, c'est le politicien le plus expérimenté de la planète. Il y a des gestes que un président Paul Biya normal ne peut jamais faire en public. Le président de la République sort, les gens l'acclament, il bouge ses oreilles en public. Vous pensez vraiment que Paul Biya normal ferait ça? Comment? Il y a des choses que... il ne faut pas qu'on fasse un dessin. Il ne faut pas que ce soit un dessin. Des gens ont décidé, simplement, de se choisir un président sans passer par les urnes et d'utiliser le président actuel qui est complice, parce que s'il n'était pas complice, soit lui ou quelqu'un de sa famille aurait au moins dénoncé. C'est pour ça que nous, on le tient pour responsable. Et c'est pour ça que vous m'entendez parler de lui. Parce que je ne comprends pas que personne ne dise rien. Tout le monde sait, à cet alentour-là, que tout le monde sait que c'est un coup d'État, que cette élection, en réalité, est un coup d'État. Bref, j'ai dit ce que je pensais. Et moi, je pense que, vous savez, quand Dieu vous met quelque part, j'ai grandi en rêvant d'être comme Joseph, en rêvant d'être comme Daniel. Des gens qui n'ont pas de prix. Et je ne me reproche absolument rien là où je suis assis. Si c'était à refaire, je le referais. Ce sont mes intérêts qui sont en danger. Je le referais. Pas parce que je n'aime pas l'argent, je le referais parce que c'est la chose juste à faire. Vous n'imposez pas quelqu'un à un peuple, vous donnez l'opportunité à ce peuple de se choisir son président. Surtout que, quand quelqu'un n'a pas été choisi comme président, mais vous pensez que quel ordre la personne prendra de son peuple? Vous voyez les choses qui se passent. Il y a des ministres zélés qui font des choses impensables. Vous pensez dans quel pays un ministre de l'administration territoriale va dire qu'il va fouetter son peuple? Dans un pays normal, mais ce monsieur aurait été poussé à la démission quelques jours plus tard. Mais vous savez pourquoi il dit et il fait ce qu'il dit? C'est parce que le peuple ne l'a pas élu. Donc, il sait qu'il peut être là où il est sans le peuple. Pourquoi vous voulez qu'il suive ce que le peuple demande de faire? Il ne le ferait pas. Et c'est le danger d'avoir quelqu'un. Si il y a un président aujourd'hui qui arrive à la présidence de la République sans avoir été élu par le peuple, sans avoir été choisi par le peuple, quel respect vous pensez qu'une telle personne va avoir pour le peuple? Puisque ce monsieur ou cette femme sait qu'il est parvenu à la présidence sans le peuple, en étant plus malin que le peuple. Qu'est-ce qu'il fera? Il va continuer sur cette voie en voulant toujours être plus malin que le peuple. Ça deviendra donc un jeu entre un leader supposé protéger son peuple et le peuple. Quand on regarde le Cameroun aujourd'hui, on a l'impression que le match, c'est la capacité d'un leader
à soumettre son peuple, à tromper son peuple. Quelle gloire il y a en ça. Bon, écoutez, comme je dis, vraiment ce dossier, je vous ai dit ma position, je vous ai dit ce qui est, le peuple décidera de ce qu'il veut faire. Mais voilà la situation. Et qu'on ne dise pas que, bon, voilà, le RDPC, il y en a qui sont dans ce RDPC, qui marchent, ils ne comprennent pas où ils sont en train d'aller. Moi, je viens de vous dire là où vous partez. C'est la responsabilité de ces gens du RDPC. Voilà là où vous partez. Et donc, prenez vos responsabilités. Bon, je vous ai dit ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu devant Dieu et devant les hommes. Vraiment, ma responsabilité est dégagée. Je voudrais parler en point numéro 4 de MAGA Africa. Je ne pense même pas que c'est important, parce que si je vous parle même de MAGA Africa, c'est pas important. C'est pas important. Moi, je suis peiné, je suis gêné qu'on se grandisse parce qu'on a trompé le peuple. C'est-à-dire que c'est un peu comme tes enfants à la maison, ta famille. Quelle gloire tu as à maltraiter ta famille? Ça te donne quoi? Ça, c'est quelle gloire? Ça vous ajoute quoi? Moi, je pense que être président d'une république, être dans des positions de pouvoir, votre responsabilité est de prendre soin de votre peuple. C'est ça qui fait de vous un grand homme, une grande femme. C'est la capacité de dire, voici ce que j'ai fait. J'ai aidé à trouver la solution à A, à B, à C, à D. Voilà. Je vais sauter le point de MAGA. Je vais au point numéro 5. Comment la stratégie pour battre Paul Biya? Je reste logique ici dans l'approche. Ceux même du RDPC qui pensent qu'ils bagarrent dehors là, pour Paul Biya, enlevez ça dans votre tête. Parce que Paul Biya est un prétexte pour les tenants réels du pouvoir au Cameroun aujourd'hui. Pour les battre, il faut également utiliser Paul Biya comme ce prétexte. Vous êtes sur le même terrain et vous regardez les forces et les faiblesses de ces personnes en présence. Quelles sont les forces? Ils ont l'armée, ils ont l'argent, ils ont le pouvoir, ils peuvent mater le peuple comme ils veulent. Ce sont leurs forces. On ne part pas en guerre avec une armée dont on rêve ou qu'on aurait voulu avoir. On va en guerre avec l'armée que vous avez. Le peuple camerounais doit regarder qu'est-ce qu'il a. Pour que Moïse aille faire son travail, Dieu lui a posé la question, qu'est-ce que tu as en main? Il avait un bâton. Pour lui, c'était un bâton. Pour Dieu, c'était l'objet qui allait gagner cette bataille pour son peuple. Donc, le peuple camerounais ne doit pas négliger les choses qui sont en sa disposition. C'est pour ça que j'ai parlé de la pétition. Pour que le président Paul Biya perde cette élection, deux choses, il n'y a que deux choses. Première chose, soit le peuple se révolte, ce que je ne supporte pas, parce que je pense que dans une révolution, on connaît quand ça commence, on ne connaît pas quand ça finit.
C'est pour ça que cette option n'est pas une option que j'appellerais ou que j'encouragerais. Par contre, qu'est-ce qu'on sait du pouvoir en place? Numéro 1, on sait que ce pouvoir en place est plein de jouisseurs et de personnes qui aiment la vie. Ils aiment aller en vacances, ils aiment avoir de belles maisons en Europe, en Occident. Ils aiment envoyer leurs enfants dans ces pays où c'est mieux. Pourtant, ça pouvait être mieux au Cameroun. Alors, si vous luttez contre un tel adversaire, qui a les armes et qui va vous tuer si vous descendez là dans la rue? Il va tirer sur vous parce que si vous avez des gens comme Atanganji qui savent que c'est Paul Biya qui leur a donné le pouvoir, il est prêt à tout pour brûler tout le Cameroun pour que Paul Biya le garde là. Parce qu'il n'a aucun compte à rendre au peuple. C'est ça qu'il faut éviter pour la suite. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous allez, j'ai dit, il faut connaître votre adversaire. Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qui le touche à cœur? Et c'est ça qu'il faut attaquer. C'est ça qu'il faut attaquer. Vous pensez que parce que vous avez dit Paul Biya part, que Paul Biya va partir? Ça veut dire que vous ne comprenez pas. J'ai dit tout à l'heure, Paul Biya est le politicien le plus expérimenté de la planète. Il a 43 ans comme président, 20 ans au gouvernement, ça fait 63 ans d'expérience. Il n'a plus toutes ses capacités à ce jour, c'est normal, ce n'est pas une insulte, c'est normal. Et il est même d'ailleurs très robuste pour quelqu'un de son âge, très robuste. Mais il n'a pas la robustesse qu'il faut pour être président d'un pays qui a des problèmes. Alors, il faut attaquer les choses qu'ils aiment. Ils aiment ces belles maisons, ils aiment avoir leur famille à l'étranger, ils aiment envoyer leurs enfants dans de bonnes écoles. C'est ça qu'il faut attaquer, chers amis. Il faut les priver de cette jouissance. Et quand vous l'avez fait, où leur argent est attaqué, où ils ne peuvent plus dépenser comme ça, où ils sont confinés dans le Cameroun qu'ils n'ont pas arrangé, à un moment, eux-mêmes auront à choisir entre leur argent et rester dans un pays qu'ils ne respectent pas. C'est le choix. Et c'est pour ça que je dis, une fois que vous connaissez votre adversaire, tapez-le là où ça fait mal. Et ça fait mal dans la poche. Les enfants sont habitués à une certaine vie, à certains endroits. Coupez la bourse. Et le moyen de couper cette bourse, c'est que des sanctions soient imposées. Et je vous garantis, si les sanctions sont imposées sur ceux qui dérangent le Cameroun aujourd'hui, dans une histoire de semaines, vous verrez les résultats. Parce que là, maintenant, les gens seront en train de penser, je suis mieux où? Est-ce que c'est beaucoup mieux que je sois dans ma villa aux Maldives, où je peux m'avoir tout ce que je peux avoir, ou alors je suis mieux dans les routes, les routes trouées, gâtées, dans des villes avec les poubelles que je n'ai pas pu arranger. Ils feront très vite le choix. Tout au moins, ils seront affaiblis. Et ça met les choses au même niveau. Si cela n'est pas fait,
il n'y a rien que vous allez dire au pouvoir de Yaoundé que vous allez réussir. Donc, voilà, c'est la proposition. Parce que quand ça est fait, quand toutes les bourses sont fermées, les gens vont réfléchir. C'est pour ça que j'invite les Camerounais à signer cette pétition. Le Cameroun, c'est 30 millions d'habitants. Imaginez qu'on arrive au Congrès ou à la Maison-Blanche avec une pétition que seules 10 000 personnes ont signée. Vous pensez qu'on sera pris sérieusement? Non, on ne sera pas. Parce que quand nous, on va leur dire la vérité, voici la vérité sur le terrain. Voici comment ces gens-là traitent leur pays. Voici ce qu'ils font. Vous pensez que quelqu'un nous croira ailleurs si vous n'avez pu avoir que 10 000 pétitions? Non. Non. Parce que la logique, c'est quoi? Quelqu'un de normal penserait, mais si ce que vous dites est vrai, ça veut dire qu'on devrait avoir des millions de signatures dans cette pétition. Donc, n'écoutez pas ceux qui vous disent « ça ne va servir à rien ». C'est ça la clé. Voilà la clé. Nous connaissons là où l'argent est. C'est ça que nous allons attaquer. C'est ça que nous voulons attaquer. Nous connaissons où il y a cet argent. Nous connaissons là où il y a cette richesse. Donnez-nous les signatures pour qu'on résolve ce problème. Quand on dit on veut 1 million de signatures, ça ne veut pas dire que je dis on est 30 millions de Camerounais qui sont dans ce problème. 30 millions de personnes sont dans ce problème. Si chacun prenait 2 minutes pour signer, que vous soyez au Cameroun ou que vous ne soyez pas au Cameroun, vous pouvez aider ce pays. 5 minutes, c'est ce qu'il faut. 5 minutes, 5. C'est là où vous avez le pouvoir. C'est l'armée que vous avez. Vous ne pouvez pas bagarrer contre le système, Paul Biya. Vous ne pouvez pas. Parce qu'il n'hésitera pas à faire du mal. Pourquoi? Parce qu'il ne respecte pas le peuple. L'arme qui est dans votre main, signez la pétition. Signez cette pétition. Signez-la et donnez-nous la possibilité de terminer le travail qui a commencé. Vraiment, c'est un plaidoyer que je fais au peuple camerounais pour dire au peuple camerounais que vraiment, peut-être que vos familles ne souffrent pas. J'ai écouté des gens qui, parce qu'ils sont ailleurs, ont le courage. Vous savez, il y a des Camerounais qui ont le courage de dire que le Cameroun est bien. Donc, courage. Ils sont dans un pays comme les États-Unis, la France et les autres pays, mais eux, ils pensent que c'est le niveau du Cameroun qui est bien. Mais si le niveau du Cameroun était bien, pourquoi vous êtes là où vous êtes? Donc, s'il vous plaît, vraiment, je vous le dis en vous suppliant. Donnez les signatures. Partagez ça dans tous les forums de la nation. Tous. Que les Camerounais prennent 5 minutes. 5 minutes, c'est gratuit. Lorsque vous cliquez et vous arrivez, vous allez voir, vous écrivez votre nom. Si vous avez peur qu'on va vous arrêter, écrivez un autre nom. Parce que vous êtes authentifié par votre machine. Donc, on sait que c'est quelqu'un qui a fait, ce n'est pas un robot. Si vous voulez vous protéger, protégez votre nom, ne mettez même pas votre nom. Mais essayons ça. Échangeons ces choses. Donc, voilà, c'est 5 minutes. Si tout le monde partage dans tous les forums et chacun fait son travail,
5 minutes, je dis avant 2 heures ou 3 heures de temps, avant demain, on a 1 million de signatures. Et c'est les choses comme ça qui font que ces gens-là ne respectent pas le peuple. Parce qu'ils comptent sur le laxisme du peuple. Ils disent, bon voilà, on connaît les Camerounais, ils ne vont pas signer, ils ne sont pas intéressés à ça. Et on lave la tête de quelques Camerounais pour essayer de leur faire comprendre que, bon, voilà, c'est Betty contre Bamileke, c'est nordiste contre sudiste, et tout, et tout, et tout. C'est des bêtises qu'on ne comprend même pas. Ce n'est pas un problème d'ethnie. Ce pays peut être mieux. Ce système ne peut rien proposer de plus. Je vous parle des gens que je connais. Ce système ne peut rien proposer de plus. Rien, 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 rien. Bon, encore une fois, je vous ai dit ce que je pense. Si nous avons les signatures dont on a besoin, cette histoire est réglée. 1 million, juste 1 million de signatures, juste un. Il y a 30 millions de Camerounais. Rien ne peut dépasser un peuple quand un peuple veut faire quelque chose. Rien ne peut dépasser un peuple. Que le Cameroun, que les Camerounais se lèvent comme un peuple. Comme un peuple. Ne cédez pas toujours à cette manipulation, même ceux qui sont dans le RDPC. Vous pensez, il y a des gens dans le RDPC, là. Vous pensez que si ce que je viens de vous décrire se passe, vous pensez que vous allez échapper? Je vois des gens dans le RDPC qui pensent que non, ils sont en train de soutenir Paul Biya. Pensez toujours que vous êtes en train de le soutenir. Si ce que je viens de décrire se passe, vous-même, le RDPC est un conglomérat de gangs. C'est-à-dire, il y a des clans qui se construisent, tout est paralysé. Donc, vous qui êtes dans ces gangs-là, vous savez très bien que si ce que je viens de dire se passe, vous savez là où vous serez. Vous savez là où vous serez. Moi, je vous le dis, si vous voulez accepter, si vous voulez, n'acceptez pas. Mais au fond de votre cœur, vous savez que si le scénario que je viens de décrire se passe, il y a des gens dans ce RDPC dont on n'en parlera plus. C'est dans votre intérêt d'aider le peuple camerounais à sortir de ce problème. On n'a pas besoin de votre face. On n'a pas besoin que vous veniez parler. Non, je pense que je le fais pour vous. Aidez ce peuple à sortir de ce problème. Et c'est la même chose que je dis. J'ai entendu parler d'une coalition où des gens sont en train de faire une coalition. C'est l'un des plus grands pièges dans lequel M. Kamto est en train de vouloir tomber. Parce que si M. Kamto, qui a la popularité, pense qu'en allant dans cette coalition dont j'ai entendu parler, c'est ça qui va gagner, il se trompe. Vous allez dans une coalition que vous contrôlez. Cette coalition dont on est en train de parler est contrôlée par le pouvoir de Yaoundé. Je vais vous dire quelque chose. L'ancien ministre du Tourisme, qui est en très pole position pour conduire une coalition, a démissionné il y a quelques jours. Ce qui est très commandable, ce qui est très bien. Mais quand on
a démissionné d'un gouvernement, est-ce qu'on part encore à ce gouvernement, demander à ce gouvernement duquel vous avez démissionné juste quelques semaines ou quelques mois avant, est-ce que c'est logique que vous partiez à ce gouvernement, demander à ce gouvernement que ce gouvernement vous aide à aller vous soigner en Turquie? Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui m'échappe, mais ça ne me paraît pas logique. Si vous dites que vous avez démissionné d'un gouvernement, c'est bon, on applaudit, vous avez démissionné. Mais pourquoi vous allez demander l'aide au gouvernement que vous voulez enlever? Pour que ce gouvernement vous envoie vous soigner en Turquie, à ses frais. Imaginez donc un scénario où Maurice Kamto a amené son poids politique derrière ce ticket et il y a de la pression sur ce gouvernement qui a besoin de légitimité. Il payerait très cher que la personne qui a le ticket, qui conduit le ticket, cède et dise oui, je reconnais la victoire du président Paul Biya, les débats sont clos. Vous voyez dans quel cas les Camerounais seront? Vous comprenez un peu dans quel contexte les Camerounais seront, qui se seront battus, auront mis de la pression, auront gagné l'élection, parce que pour moi, je n'ai aucun doute, je n'ai absolument aucun doute que le 12 octobre, le peuple va voter pour que Paul Biya prenne sa retraite. Je n'ai aucun doute. Si vous voulez, n'organisez même pas de meeting. Parce que tout ça, c'est le mascarade. Allez le 12, vous entrez, vous mettez le bulletin de la personne qui sera dans l'opposition. Que Paul Biya parte. C'est tout ce qu'on demande. Vous avez deux contributions. Première contribution, signez cette pétition. Parce qu'il y a un travail que nous devons faire avant l'élection. Ne faites pas qu'on atteigne 1 million de signatures à côté de l'élection, parce qu'à ce moment-là, on n'a plus beaucoup de temps pour faire ce qu'il faut faire. Il reste 6 semaines. Quand on atteigne ce million de signatures cette semaine, ça fait en sorte que nous avons du temps pour faire ce qui doit être fait, et vous restez calme de votre côté. Parce qu'il y a des gens qui pensent que pour gagner, il va fouetter les Camerounais. Il va fouetter les Camerounais. Alors, allez dans l'urne. Ils ont gagné, n'est-ce pas? Ils ont gagné. Ils peuvent fouetter les gens. Ils peuvent torturer les gens. Que chaque Camerounais entre dans cette urne en sachant que l'avenir du Cameroun se trouve entre ses mains. Et voter devant Dieu et devant les hommes. Les résultats de cette élection seront respectés. Que la Cour constitutionnelle fasse ce qu'elle est en train de vouloir faire, ça c'est son problème. Je vous dis et je vous répète, donnez-nous le million de signatures dont on a besoin. Le reste sera fait. Donc, cette histoire de coalition, ma solution que je propose au peuple, c'est une solution simple. Il faut une coalition. Mais il ne faut pas une coalition où c'est votre adversaire qui maîtrise votre coalition. Donc, moi, je propose quelque chose de simple, vraiment devant tout le monde. Ces histoires de laisser les gens aller négocier par derrière, il faut l'éviter. Pourquoi? Si vous parlez aux candidats aujourd'hui, nous sommes le 9 août, si vous parlez à un candidat, et ce candidat vous dit qu'il n'a pas été approché par le gouvernement camerounais, pour voir
un peu comment il va réagir, s'il va travailler. On ne leur demande pas beaucoup. Hein. Tout ce qu'on demande à ces candidats de l'opposition, c'est qu'ils soient prêts à concéder. C'est la seule demande qui leur est faite. Donc, ils vont dire tout ce qu'ils veulent dire, ils vont faire tout le boucan qui sera fait, mais la demande qui leur est faite en ce moment, c'est « nous voulons que vous concédiez l'élection, on va vous donner de l'argent, on va même aider votre campagne, saboter comme vous voulez, mais c'est là où on vous attend. » Pour éviter ça, le peuple doit être prudent. Pas de conversation par derrière. Vous laissez ça à ces politiciens. Vous allez me dire. Vous laissez la phase ici de choisir une coalition. Si vous la laissez aux politiciens, vous avez perdu. Le peuple camerounais a perdu. Parce que chacun voudra être en train de négocier sa position dans le prochain gouvernement. Ce ne sera pas vos intérêts. Donc, moi, ce que je propose, c'est... J'ai parlé à quelques personnes. Qu'elles essayent un peu d'organiser cela. Et que ces interviews, avec ces conversations avec les candidats, que ça se passe en live devant tout le monde. Qu'un candidat qui est prêt à faire 18 mois, parce que dans l'état actuel, si les Camerounais vont voter quelqu'un pour 7 ans, je pense que ça ne servira à rien. Parce que les dés étant pipés, personne ne sait qui il voulait. Vous avez des gens qui avaient des candidats qu'ils préféraient. Est-ce que c'est juste de dire à ces personnes que vous allez à une élection mais sans votre candidat? Ce n'est pas juste. Donc, il faut que quelqu'un s'engage à avoir une période de transition ou de normalisation de 18 mois maximum. Parce que ça ne prend pas 18 mois pour faire des élections. Nettoyer la Constitution, mettre dans une Constitution tout ce dont les Camerounais ont besoin pour avoir une meilleure vie, organiser ces élections. Premier point, que personne ne pense qu'il viendra là pour 7 ans ou 5 ans ou ceci. Non, 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 non. 18 mois, vous vous engagez, vous arrivez, vous faites votre travail, vous êtes un homme en mission. Deuxième chose, que la personne qui va venir, qui va être le candidat de la coalition, accepte de ne pas être candidat dans 18 mois. C'est la deuxième condition. Toute personne que le peuple va choisir, voilà la deuxième condition. Parce que si quelqu'un sait qu'il va être candidat dans 18 mois, il peut commencer à réfléchir autrement. Troisième condition, que cette personne présente son gouvernement au peuple camerounais avant que ce peuple n'aille le voter. Il faut donc que la personne qui va dire « je suis », qui aura été choisi dans les 11, que il ou elle est candidat du peuple, il faut que cette personne-là sorte son gouvernement, dise mon projet c'est, mon premier ministre sera tel, mon ministre des Finances sera tel, parce que si vous ne le faites pas dans cette période de transition, le peuple peut se retrouver floué. Donc, il faut limiter les transactions entre ces politiciens dans cette période de 6 semaines. Parce qu'il y a beaucoup d'argent qui est en train de vouloir traverser les mains, passer d'une main à l'autre main, où les gens vont commencer dans quelques jours à vous parler un langage un peu compliqué. Donc, pour éviter cela, que tout soit publié, que tout soit clair devant les gens. Je veux être président parce que voilà les gens que je veux qui m'accompagnent. Voilà tel je veux nommer. Donner la possibilité au peuple camerounais d'avoir son input, de dire ce qu'il pense, pour qu'on soit certain que les gens qui sont dans ce gouvernement
ce sont des personnes qui peuvent fonctionner en consistance avec le besoin d'une nouvelle élection dans 18 mois. Ça, c'est la solution. Quatrième chose, cette personne qui aura été choisie ou qui va se proposer doit signer un engagement solennel devant le peuple. Solennel. Je m'engage pendant les 18 mois à faire, voilà mon gouvernement que je propose aux Camerounais, voilà ce que je vais faire pendant les 18 mois. On ne veut pas que cette personne vienne commencer à dire, bon voilà, je vais vous construire les hôpitaux et tout ça. Non, là, maintenant, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il faut rendre le terrain plat pour tout le monde. Il faut rétablir la justice dans le choix des personnes. Tout le monde au Cameroun a droit d'aspirer à la présidence. Tout le monde. Il faut que les textes du Cameroun et dans l'effectivité de leur application, que cela se fasse. Donc, si vous faites cela, alors je peux vous dire avec confiance que le travail qui sera fait ailleurs, plus le travail qui sera fait sur le terrain, je pense que ça donnera quelque chose de terriblement efficace. C'est comme ça que le peuple bat Paul Biya dans ces élections. Si on passe par d'autres chemins, ce serait compliqué. Donc, voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je m'excuse de vous avoir gardé aussi longtemps. Ce n'était pas mon intention. Je voudrais terminer en disant que pour le moment, là où on est là, on a besoin d'1 million de signatures. Je vais écrire le lien là. Je vais le poster là tout à l'heure. D'ailleurs, il faut que je le poste. De sorte que qu'il puisse être distribué, que le lien puisse être distribué et que tout le monde puisse avoir accès à cela. Donc, donnez-moi juste une minute, le temps que j'envoie ce lien, et puis alors, je vous envoie le lien. S'il vous plaît, ce lien, envoyez-le dans tous les forums du Cameroun. Rien ne peut dépasser le peuple. C'est entre vos mains. Merci beaucoup. Donc, vous faites une bonne soirée. Merci beaucoup.